que tout le monde puisse les avoir. Et je vous ai amené ça. Comme ça, vous pouvez le présenter. Non, mais je le ferai, il n'y a pas de souci. Oui, oui. C'est pas du tout mon analyse, c'est juste en lien avec ce dont j'ai parlé. Ouais. C'est ça qui est très bien. On y va, Fabien ? On y va. Non. Super. Merci. On va le mettre là. Comme on est bien à l'heure, on va pas prendre de retard afin de pouvoir garder du temps pour des échanges, pour des transpositions pédagogiques, puis partir à l'heure, ça peut être bien aussi. Donc on accueille cet après-midi Christian Delage, que je remercie d'avoir accepté notre invitation, donc qui est professeur émérite et qui va nous parler de la représentation de la Seconde Guerre mondiale au cinéma. Alors c'est un média qu'on aime bien ici. Vous avez vu notre mur d'affiches dans le hall de la mémoire. On a toujours eu le souhait de faire un jour une exposition sur la Seconde Guerre mondiale au cinéma. Bon, ça viendra peut-être un jour. Ça, c'est des médias un petit peu chers, donc on attend d'avoir des budgets. Donc on va vous laisser une heure de présentation et puis un petit échange à l'issue. Merci à vous. Merci de votre invitation. Je suis très heureux de venir ici. Il se trouve que par un hasard, je suis aujourd'hui donc devant des enseignants et la semaine prochaine, je serai devant des élèves de 3e qui viennent au Mémorial de la Shoah à Paris. Donc je vais pouvoir passer de l'un à l'autre. Et la tonalité de mon intervention sera assez différente du point de vue de sa forme par rapport aux deux collègues qui m'ont précédé, dans la mesure où moi je ne vais pas lire un texte, mais plutôt être dans l'interaction par rapport à vous. J'ai déjà fait un certain nombre d'interventions quand les stages de MAFPEN existaient, l'émission académique à la formation. Et c'était toujours intéressant pour moi parce que les enseignants, ils n'aiment pas trop que quelqu'un vienne leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent dans leur cours. En fait, je comprends ça très bien, en fonction de quel savoir, moi qui n'ai jamais enseigné dans le secondaire. Mais passer les premiers moments, voilà, où on se jaugeait un peu en quelque sorte. Ensuite, je pense vous avez sans doute des choses à apprendre de ma part, mais j'ai aussi à en apprendre de votre part. Et je suis très curieux, évidemment, de savoir comment se passe dans les quelques heures que vous pouvez consacrer à la Seconde Guerre mondiale, dans vos cours en 3e et un petit peu en terminale, à ce dont on va parler, puisqu'il y a un tel écart, au fond, que l'écart est important. Alors, et la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que mon souhait, c'est d'être toujours dans un axe entre aujourd'hui et hier. D'une part, parce que j'ai dirigé un institut qui s'appelle l'Institut d'histoire du temps présent. C'est un institut qui a été créé, comme vous le savez sans doute, en étant l'héritier du comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, qui était le premier outil institutionnel mis en place par le gouvernement de la Libération, avec comme objectif, donc à l'époque, 1945, avec deux objectifs. Le premier, rassembler toutes les archives autour de la Seconde Guerre mondiale, concernant en particulier la France. Et deux, très important, recueillir des témoignages de ceux qui ont incarné cette guerre. Donc il y avait ces deux missions qui étaient déjà là en 1945. Ce comité, en 1955, a été appelé par ceux qui organisaient en 1954 une exposition qui a eu lieu au musée pédagogique de la rue d'Ulm à Paris. Et cette exposition, c'était la première exposition pour les 10 ans de la Libération. Donc, à ce moment-là, commande a été faite à ce comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale de faire un film qui allait s'appeler donc Nuées et brouillard, dont la réalisation a été confiée donc à Alain Resnais. Alain Resnais était à l'époque un documentariste, en fait assez réputé, mais un peu trop considéré comme étant à gauche, parce que très anticolonial, et donc il aura plein de difficultés en fait pour accéder aux archives pendant la préparation de son film. Et c'est une première manière pour moi de vous dire que 1955, donc le film Nuées et brouillard est fait. Il se trouve que les archives du producteur Anatole Dauman sont ici à Lyon, à l'Institut Lumière. Et donc j'avais pu accéder à ces archives quand j'ai travaillé sur cette question.
outre les archives évidemment de l'Institut d'histoire du temps présent. Et j'avais pu voir que dans le synopsis du film, donc le film, c'est essentiellement donc Henri Michel et Olga Wormser-Migaud qui vont s'en occuper pour le comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que Jean Quérol, ancien déporté, et puis un peu plus tard d'autres personnes qui vont intervenir au moment de la réalisation du film. Mais quand on regarde le synopsis du film et son évolution, parce que ça a été assez conflictuel entre, on va dire, toutes les parties prenantes de ce projet, on voit très nettement la mention « solution finale du peuple juif ». On reprend en fait le terme utilisé par les nazis. Il se trouve que, au dernier moment, Jean Quérol a demandé qu'on enlève cette notion. C'est Jean Quérol qui l'a demandé, pas les historiens. Et donc cette mention disparaît. Et donc du coup, on n'a, pas sur le moment, mais après coup, on a considéré que Nuit et brouillard ignorait la question de la Shoah, ce qui est faux. Ça n'est pas parce que ça ne se voit pas à l'image, c'est quand même compris dans le projet. Et c'est d'autant plus intéressant de signaler pourquoi cela a été retiré. Parce que ça signale tout simplement un moment dans l'évolution de l'histoire de la Shoah qu'on n'appelle pas du tout histoire de la Shoah à ce moment-là. Ça, c'est aussi un point quand je lis encore dans Le Monde la semaine dernière un entretien pourtant avec le commissaire d'une exposition où il dit les films de la libération n'évoquent pas la Shoah, j'ai envie de lui dire mais personne n'évoque la Shoah. Personne n'évoque l'Holocauste. Ce sont des termes qui ne sont pas encore utilisés. Vous pouvez prendre la Shoah ou l'Holocauste comme ce qui s'est passé, ce qu'a été ce que Raoul Hilberg appelle la destruction des Juifs d'Europe, mais si vous le prenez comme ce qui s'est passé depuis l'événement jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'historiographie, eh bien, c'est un mouvement qui est long. Donc ça commence à Nuremberg. Juin 1945, réunion entre le procureur général, Robert Jackson, et les représentants des organisations internationales de la communauté juive. Parmi les personnes qui sont en face de Robert Jackson en ce mois de juin 1945 se trouve Jacob Robinson. Jacob Robinson dit à Robert Jackson « Je souhaite qu'il y ait un amicus curiae au procès de Nuremberg ». Amicus curiae, donc c'est quelqu'un une sorte d'expert qui serait auprès des juges. Et évidemment que cet amicus curiae soit juif. Jackson refuse. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les raisons pour lesquelles il a refusé. On pourra y revenir si vous me posez cette question. Mais toujours est-il que ce que dit principalement Jacob Robinson, c'est le chiffre, le nombre de juifs qui sont morts, entre 5 et 6 millions. Le calcul n'est pas faux. Le calcul est juste impossible à faire. Mais par recoupement, par nombre de personnes qui ont survécu, etc., les diverses communautés juives ici ou là ont pu aider à ce que ce calcul soit fait. Mais ce n'est pas un calcul du tout comme va le faire Raoul Hilberg dans son maître livre. Hein. Ce n'est pas un calcul d'historien. Donc peu importe que le calcul soit vrai, ou enfin en tout cas ne soit pas juste, mais il donne le chiffre. Et donc on commence ici quelque chose qui est que une sorte de deuxième revendication de la communauté juive, c'est que le terme génocide puisse être utilisé. Et même qu'il soit peut-être l'un des outils qui va figurer dans l'acte d'accusation. C'est refusé, parce que déjà, le procès de Nuremberg, c'est beaucoup d'innovation. Crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Donc génocide, non. Mais, et c'est là que c'est beau, un procès, c'est long, quel qu'il soit. Donc forcément, pendant le procès, il se passe des choses. Il se passe que les juges vont apprendre l'histoire qui commence à être racontée à l'intérieur de leur enceinte judiciaire. Parce qu'ils n'ont pas de culture, forcément. Ces juges, ils commencent à travailler à l'été 1945, quelques semaines après la capitulation nazie. Donc il faut imaginer que pour eux, c'est un monde totalement inconnu. Et quand Marie-Claude Vaillant-Couturier vient témoigner à la barre, magnifique témoignage, disponible en ligne, vous pouvez le montrer à vos étudiants si vous ne l'avez déjà fait. Elle vient raconter en double position. Témoin, parce qu'elle a vu ce qui se passait sur la rampe d'accès, la sélection, et aussi victime, puisqu'évidemment elle a été déportée, mais heureusement elle est revenue. Bon. Elle commence par décrire ce qui se passe à Auschwitz, et pas à Auschwitz, le camp de concentration, mais à Birkenau. Elle raconte l'arrivée, les cris, etc.
je peux vous dire que quand elle parle, les choses sont très précises et très dures à entendre. Les juges sont sous le coup. Plus les phénomènes de traduction, vous voyez, ça crée une... Enfin, quand vous avez une traduction qui vous dit un certain nombre de choses en léger différé par rapport à la personne qui parle, ça crée une espèce de... Enfin, on n'est pas très, très à son aise. Bon. Enfin, c'est un défilé de choses horribles, ce qu'elle raconte. Et puis après, elle dit, maintenant, je vais passer au camp de Ravensbrück, puisqu'ensuite, elle est allée à Ravensbrück. Et là, le juge l'interrompt. De manière assez sèche, parce que, bon, il lui dit, mais le juge s'adresse au procureur, ne peut pas s'adresser directement à elle. Et donc, il dit au procureur, est-ce que vous pensez, il s'appelle Charles Dubos, le procureur français, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de redire une nouvelle fois, en gros, de redire, il ne le dit pas comme ça, mais c'est moi qui le traduis, de redire ces horreurs qu'on vient d'entendre, quoi. Et là, Charles Dubos dit une chose hyper importante. Il dit, oui, monsieur le président, parce que Auschwitz, c'est un camp d'extermination, Ravensbrück, c'est un camp de concentration. S'il s'agit d'expliquer la différence entre les deux, ne le faisons pas en surplombant par rapport à notre savoir, aujourd'hui, mais montrons la manière dont, au début, déjà, il est nécessaire qu'on fasse la différence alors qu'on est en train de juger les nazis. Donc, on est censé savoir exactement ce dont ils sont coupables, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas ignorer le fait que la culture n'est pas encore formée à ce que nous appelons, nous, donc la Shoah ou l'Holocauste, ou la destruction des Juifs d'Europe, pour reprendre une formule qui serait plus historienne, je dirais, dans cette acception-là. Donc, vous voyez, Jacob Robinson, le procès de Nuremberg, Jacob Robinson va être... Oui, j'ai pas terminé sur ce que je voulais dire. Alors, le problème, c'est quand on n'a pas de notes, c'est parfois... Mais c'est pas grave, je pense, parce que c'est plus vivant, à mon sens. Donc, refus du terme génocide. Sauf que, pendant le procès, plusieurs juges, le juge français, plusieurs procureurs, le procureur français et le procureur britannique, vont employer le terme. Donc le terme est employé à la fin du procès de Nuremberg. Voilà. Donc, pareil, voilà une évolution. C'est-à-dire qu'au fond, le temps du procès a permis aux différents protagonistes de s'approprier un certain nombre de termes qui ensuite vont avoir une importance qui n'est quand même pas mineure, jusqu'au jour d'aujourd'hui, puisque, petite parenthèse que je fais, là aussi je vais me permettre de faire des parenthèses pour qu'on soit toujours dans le lien avec le temps présent. Quelle est la première chose que les Ukrainiens ont faite juste après l'invasion? Alors que, bon, ils avaient peut-être bien d'autres choses à faire. Se défendre en premier lieu. Eh bien, ils ont saisi la Cour internationale de justice pour que la Cour statue sur le fait que les Russes ont justifié leur agression par le fait que les Ukrainiens commettraient un génocide dans le Donbass. Donc, évidemment, parce que le cynisme russe est tel, si vous voulez, que... Ouais, mais il faut faire avec. Et là, les Russes, ils ne contestent pas la CIJ. Ils y vont. Ils y vont pour se défendre. Alors, la Cour a rendu un... Enfin, il y a eu plusieurs instances, si vous voulez, mais en gros, les Ukrainiens disaient, bon, écoutez, excusez-nous, mais enfin, est-ce que vous pouvez leur dire que nous n'avons pas commis de génocide, mais qu'en revanche, peut-être qu'eux sont en train d'en commettre un. Donc, évidemment, c'est deux choses différentes. Sur le premier, on a donné raison aux Ukrainiens. Sur le deuxième, c'est plus compliqué. Donc, Jacob Robinson, c'est le conseiller de Ben Gourion pour le procès Eichmann. S'il n'y avait pas eu Nuremberg avant, avec toutes les archives qui ont déjà été récupérées, en particulier les films sur lesquels je vais revenir, eh bien, Jacob Robinson n'aurait pas eu la même facilité à ouvrir ce procès d'Adolf Eichmann. Donc j'insiste là-dessus pour dire qu'il y a une... Enfin, c'est la première chose, il me semble, qu'on apprend en histoire. C'est un, la complexité, d'accord, et deux, la continuité. Les choses n'apparaissent pas subitement comme cela, c'est un long mouvement. Et donc, s'agissant du génocide des Juifs et de la compréhension de ce qui s'est passé, voilà, c'est des choses qui se déroulent au fur et à mesure. Je reviens à 1955 et je fermerai ma parenthèse. Donc 1955, nuit et brouillard. On enlève cette mention in extremis. D'accord. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, Kérol voulait défendre justement la déportation concentrationnaire, la déportation politique et pas la déportation, entre guillemets, raciale.
Bien. Donc, en 1955, le comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale est l'auteur, si vous voulez, du synopsis du film. Mais en même temps, ils ont une revue qui s'appelle la Revue d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. 1954, numéro spécial sur les résistants. 1955, numéro spécial, la condition des Juifs. Donc là aussi, il se trouve que, si vous voulez, qu'il y a une sorte de moment où se superpose un travail historien qui commence à évoluer vers la prise en compte, et c'est lié essentiellement au fait qu'à l'intérieur de cette petite communauté qui fait nuit et brouillard, et surtout à l'intérieur du comité d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, se trouve un certain nombre de gens qui travaillent, eux, au CDJC, au Centre de documentation juive contemporaine, et donc forcément, il y a une partie des archives qui commence à être travaillée, si vous voulez. On n'a pas attendu les années 60 ou les années 80. Donc ce moment est intéressant, 1955, 10 ans, libération, mais on commence à aller vers la prise en compte de la situation des Juifs, et pour ce qui concerne le comité d'histoire, le film et la revue. Donc voilà. Et puis ensuite, le procès Eichmann, 61, évidemment, très important. Et ensuite, on arrive au procès Barbie, sur lequel je redirai un mot tout à l'heure. Voilà. Donc j'ai commencé par faire cette grande parenthèse, mais c'est juste pour mettre un petit peu les choses au point sur le rapport au temps présent qui me semble important. Nous avons vécu avant-hier donc la commémoration du 80e anniversaire de l'ouverture du camp d'Auschwitz-Birkenau. Je pense que ces questions sémantiques n'ont pas grand intérêt. Ouverture, libération. Il se trouve que j'étais invité le matin à France Culture. On avait 1 heure pour parler tranquillement, sérieusement, et qu'à midi, j'étais invité sur le plateau de France Info, donc la télévision, pas la radio. Et devant moi, il se trouve qu'il y avait ce qu'on appelle l'écran de retour. L'écran de retour, je voyais donc l'image du plateau en moitié, et à droite, des images qui circulaient en boucle, des images d'archives. Et ces images d'archives, elles n'étaient pas légendées, elles n'étaient pas datées, on ne savait pas qui les avait prises, et c'était tout ce qu'il ne faut pas montrer. Tout ce que les Russes ont refait. Oui, mais bon, on peut vous expliquer pourquoi ils ont refait. Qu'est-ce qu'ils ont refait? Ils voulaient montrer les chalis. Dans les chalis, il n'y a pas d'électricité. Le 28 janvier, ils reviennent avec une équipe de tournage le 28 janvier. Ils libèrent le 27, enfin ils ouvrent, et le 28, ils reviennent. Pas d'électricité. C'est très sombre. Et puis, il n'y a plus personne dans les chalis. Ils veulent montrer ce que c'est que d'être dans les chalis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font revenir des femmes polonaises en bonne santé, qu'ils installent sur les chalis en leur disant « Est-ce que vous pouvez montrer que c'est un peu difficile ?» Alors elles sont là, elles toussent, vous voyez, enfin, ça peut vous paraître ridicule ou ça peut être considéré comme un fake, entre guillemets, mais la question n'est pas là. La question, à l'époque, c'est de témoigner de ce qui s'est passé à l'intérieur. Donc, comme on ne peut pas le filmer, puisque ça s'est terminé, eh bien, on essaie de le reconstituer avec les schémas des libérateurs, qui se disent « il vaut mieux que je fasse une reconstitution un peu grosse, plutôt que rien du tout ». Puisqu'il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé là. Donc ils le font pour ça. Ils le font pour l'ouverture du camp, si vous voulez, où on voit des déportés qui sont mis derrière des grillages et puis qui sont en train de pousser comme ça la barrière. Et puis les Russes arrivent et ouvrent la barrière et ils jettent leur chapeau en l'air. Ça, oui, ça aussi, ça peut paraître ridicule, mais c'est juste que dans l'esprit de ces soldats qui sont là, eux, ils les ont libérés, si vous voulez. Ils ne savent pas ce que c'est le camp d'Auschwitz. Ils n'ont aucune idée de ce qui s'est passé là. Et puis ceux qui sont là, ils ne parlent pas leur langue, ils sont complètement hébétés, ils sont dans un état de telle faiblesse qu'ils n'ont même pas pu être entraînés dans les marches de la mort. Bon, il faut imaginer ce moment-là. Ils arrivent le 27 janvier, il fait nuit, il fait froid, il n'y a pas de lumière. Et ils se trouvent face à ces survivants complètement émaciés. Il faut se souvenir de ce choc-là, quoi. Il faut revenir aux gestes des opérateurs qui les filment. Si on ne comprend pas ce geste, on passe à côté. Et alors, donc, quand je vois sur France Info ces images qui sont en boucle, j'ai envie de leur dire, non mais, c'est vraiment n'importe quoi. C'est pas bien de faire ça. D'abord, on ne les montre pas en boucle, comme si, vous voyez, comme on montrait en boucle aussi les avions qui ont heurté les tours. Ça se fait pas.
C'est des images horribles. Je veux dire, il y a des gens qui sont morts, respectez-le. Enfin, l'archive, c'est pas juste un truc qu'on balance comme ça, quoi. Bon. Faut être un peu en colère de temps en temps, non? Alors, on va commencer par un très beau document que j'aime beaucoup. Alors là aussi, il faut faire un petit effort d'adaptation si vous le montrez à des gamins de 3e. Parce que le ton du commentaire, évidemment, peut prêter un petit peu à sourire aujourd'hui. C'est pas, on dirait plus les choses comme ça. Mais ça me semble un document par lequel on peut commencer ce dont je vais vous parler. Alors, voilà. Sage Toussaint du passé. C'était autrefois la fête de l'automne. En groupes étroits, on s'attendrissait un peu autour des tombes familiales dans une sorte de résignation paisible. Mais pour la Toussaint de cette année, c'est à son drapeau que la France noue un crêpe. À ce drapeau qui depuis août est apparu à toutes les fenêtres. Les morts que la France célèbre aujourd'hui, non plus avec l'attendrissement des Toussins d'autrefois, mais la rage au cœur et les lèvres serrées, ce sont tous ceux qui, pendant ces 5 ans, ont souffert de l'ennemi, ont combattu l'ennemi, sont morts de l'ennemi. Ce sont ceux qui, dans ces cachots, ont écrit 1 heure avant le peloton leur dernier message. Tous ceux qui sont morts de ne pas vouloir céder à la force. Tous ceux qui ont voulu tenir tête au désespoir. C'est à ces morts innombrables, souvent sans nom et sans visage, que le peuple de France rend un hommage viril autour du général de Gaulle. Au Mont Valérien, il saluait les 4000 fusillés que les fossés du fort virent défiler. Au cimetière d'Ivry, il s'inclinait devant les innombrables tertres qui gardent les corps des martyrs. Vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît? Où ça? Je vous dirai. Là, ici. Je peux? Au Mont Valérien, il saluait les 4000 fusillés que les fossés du fort virent défiler. Au cimetière d'Ivry, il s'inclinait devant les innombrables tertres qui gardent les corps des martyrs. Un peuple de morts garde la France auquel s'adjoignent aujourd'hui les révoltés qu'on appelait des criminels, les résistants qu'on nommait terroristes, les otages qu'on camouflait en salauds, tous ceux qui ont choisi un jour d'obéir à la tradition de leur cimetière et de faire de la vie avec leurs morts. C'est tout. C'est quand même étonnant. Dans les actualités, on annonce 4000 fusillés. Aujourd'hui encore, sur la stèle du Mont Valérien, c'est 4500. Or, les études les plus récentes ne permettent pas d'identifier plus de 1021 fusillés. Ça fait quand même une différence, non? Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'hommage? C'est un rappel du sacrifice de ces hommes. Et est-ce que vous sentez leur héritier? Certainement. Mais je suis aussi lié, disons, à une tradition plus spécifiquement militaire. Je peux vous poser une question à mon tour. Pourquoi avez-vous choisi de traiter de cette époque? Mais je m'intéresse moins à cette époque qu'à la nôtre. C'est pas tellement la résistance qui m'intéresse. C'est plutôt notre façon d'en parler. Ça dit des choses sur nous. Vous croyez? S'il vous plaît, c'est par ici. Bien, je crois que rien qu'avec ce petit film déjà, on a plein de portes d'entrée, il me semble. On peut très bien prendre le film en tant que tel. On peut le trouver facilement, sans le fait qu'il soit déjà dans la fiction. On peut déjà le montrer aux élèves tel quel. Qu'est-ce que ça vous dit? À ce moment-là, on va leur expliquer ce que c'est déjà que l'actualité. L'actualité s'appelle France Libre Actualité. C'est l'actualité qui a suivi
l'actualité quand la France était occupée, qui s'appelait France Actualité Pathé-Gaumont, et qui était une propagande extrêmement agressive, pro-allemande, comme vous pouvez l'imaginer. Et là, donc, on est à la Libération et on a donc une toute autre dimension. Vous pouvez très bien après reprendre ce que mon collègue vient de vous dire tout à l'heure, puisque vous avez à la fois le Mont Valérien et le cimetière d'Ivry. Alors j'ajouterai justement le fort d'Ivry, où se trouvent les archives donc, dans lesquelles cet historien est en train de visionner ce document. Et puisque je suis à la fois historien et réalisateur, donc j'ai fait un certain nombre de films, dont l'un sur le procès de Nuremberg. Eh bien, c'est à l'ECPA que j'ai découvert le sujet de ma thèse, en fait. Et les boîtes que vous avez vues en passant, les boîtes blanches, les boîtes rouges. Les blanches, c'est pour les négatifs, et les rouges, c'est pour les positifs. Et vous n'avez pas fait attention, mais il y a des petits numéros qui sont marqués au feutre. Et en partie, c'est moi qui les ai écrits parce que j'ai fait mon service militaire là-bas. Personne ne voulait y aller. C'était pas un endroit, les archives, qui intéressait quiconque. Mais en tout cas, voilà. Donc ici, on a à la fois le document en tant que tel, qui dit quelque chose, plus l'interprétation qu'en donne l'historien. Donc ce personnage est un historien qui est en train de faire une thèse sur la mémoire de la Résistance, dans la fiction de ce film. Et évidemment, il observe l'écart entre le nombre de 4000 et le nombre réel de 1070, je crois, de résistants qui sont honorés au Mont Valérien. La réponse de l'officier qui est présent est intéressante puisqu'elle recoupe vraiment ce qu'a dit tout à l'heure Olivier Viviorca, dans la mesure où lui, de quoi il parle, de tradition militaire, vous voyez, enfin, il est tout à fait dans ce registre-là, alors que l'historien n'est pas non plus dans un registre qui serait d'héroïser la résistance, puisqu'il explique bien que ce qui l'intéresse, c'est de ce qui a été produit à la fois comme action et comme histoire sur le moment, parvient jusqu'à lui, hein, le film date des années 2000, et c'est cet écart-là qui l'intéresse. Or, je pense que c'est toujours important de bien... Enfin, il faut à la fois entrer dans l'univers de cette actualité et en même temps en sortir pour le mettre en perspective par rapport à aujourd'hui. Et donc, pour ce faire, eh bien, il y a le document que vous devez avoir en main, c'est-à-dire un premier document donc, qui est justement l'intervention de Serge Klarsfeld. Le lustre de cette rencontre a disparu. La gare se retrouve avec sa cloche muette, son banc solitaire, son horloge indifférente, ses charrettes immobiles. Pétain n'a pas regardé la fontaine, il n'a pas regardé l'aiguilleur, il n'a pas compris le geste. Attention, danger. Le commentaire peut prêter à sourire aujourd'hui. C'est qu'il révèle l'obstacle sur lequel on bute. Ça, c'est autre chose, donc on va l'enlever. Tac. Et alors, du coup, où sont passés mes documents? Ici? Non. J'ai toujours pensé qu'Apple était plus... De film ou document. Bah, je vous laisse ça ouvert. Ouais, ok, comme ça je me... Ah oui, mais je vais le faire comme ça, ce sera plus simple. Alors, pof, donc Mont Valérien 1. Alors, je ferme ou pas? Il veut pas. Oh là là. Refusé. Mais je ne reconnais pas mon fichier PDF. Donc, enfin bon, vous l'avez. Donc, vous avez ce moment donc, où Serge Klarsfeld dit non, ils ne sont pas 4000, ils sont 1000. Alors, on pourrait le prendre juste comme une correction historique. Au fond, on s'est trompé, ça peut arriver. Mais vous voyez bien l'argument qui est derrière. L'argument qui est derrière, c'est d'abord de mettre en évidence le fait que
que parmi ces fusillés se trouve un certain nombre de juifs. Et vous voyez bien, je dirais dans un deuxième temps, que Serge Klarsfeld, je mets des guillemets dans ce que je dis, a intérêt à ce qu'il y ait beaucoup moins de fusillés, 1000, pour pouvoir montrer que le pourcentage de ces fusillés qui sont juifs est important. Donc on est là dans une je dirais, voilà, Klarsfeld corrige le nombre de fusillés. Alors, bon. Il ne veut rien faire. C'est pas grave. Enfin, vous l'avez le document. Et ça dit quelque chose, c'est bon. Là. Tac, voilà. Pof, pof. Donc, depuis 8 ans, vous voyez quand même, ça c'est tenace. Je vais essayer d'avancer, oui. Pourquoi cet entêtement dans une lettre, etc. Vous voyez, l'avocat explique la différence. La proportion des juifs fusillés sur 1 millier est de 17%. Et donc, voilà, le souci de Klarsfeld, c'est de bien montrer qu'il y a eu des résistants juifs qui ont été tués. Et donc, la journaliste donne un peu un exemple à travers cela. Et donc, le ministre annonce que la brochure officielle parlera dorénavant d'1 millier, mais qu'il lui paraît difficile de déposer la plaque de bronze dans l'immédiat. Des erreurs comme ça sur les plaques, il y en a beaucoup qui existent ici ou là. Et donc, ça, c'est peut-être dans un deuxième temps intéressant. Mais ça nous dit quelque chose sur ce qu'Olivier tout à l'heure a un petit peu abordé, qui est ce qu'on appelle, pour aller vite, la concurrence des victimes. Moi, j'ai une expérience personnelle là-dessus dont je veux bien vous faire part. J'ai conçu le parcours permanent du musée mémorial de Compiègne. Compiègne, donc camp d'internement, de transit, mais aussi premier camp d'où sont partis les camps vers l'Allemagne. Les deux premiers convois de train de déportation vers l'extermination sont partis de Compiègne. Donc on a une population qui est de politiques, d'étrangers, de juifs, etc., qui est assez intéressante à souligner. Enfin, essentiellement quand même des résistants, politiques ou simplement résistants. Le jour de l'inauguration, certains anciens sont venus me voir en disant « On est content que ce mémorial ouvre parce que ça met bien en valeur ce que nous avons fait, nous, sous-entendu, par rapport à d'autres catégories. » Donc j'avais là une espèce de démonstration in vivo, si vous voulez, de cette concurrence-là qui a existé. Donc c'est vrai qu'en gros, années 40, 50, 60, c'est plutôt la mémoire résistante qui domine. Et après, évidemment, avec ce qu'on appelle le développement des analyses sur la Shoah, l'ouverture des musées mémoriaux, l'ouverture, après, dans les années 90, simultanément, du musée de l'Holocauste à Washington, du centre ici en 1992, etc., etc. Vous avez cette mémoire qui devient très, très importante et surtout dotée de moyens importants, capable de lancer un certain nombre de programmes de recherche d'envergure. Enfin, on a là quelque chose qui est vraiment très, 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 très fourni. Et alors, il se trouve que, donc, on peut déjà avoir ce petit élément-là au moment où Klarsfeld intervient. Mais il se trouve que très récemment, je ne sais pas si vous avez entendu parler, avant la polémique, de ce projet de musée mémorial du terrorisme. Qui en a entendu parler, si vous pouvez lever la main pour que je sache, avant la polémique. Avant la polémique ? Ouais, donc très peu, on est d'accord. Bon, parce qu'en fait, ils communiquaient assez peu, et puis parce que la presse s'y intéressait pas beaucoup. Donc de quoi on parle ? Du musée mémorial du terrorisme. Au départ, ça s'appelait Musée mémorial des sociétés face au terrorisme. Alors, on peut discuter sur quelle est l'appellation qui est la meilleure, dont le président de la mission de préfiguration est mon collègue Henri Rousseau, qui a dirigé l'IHTP donc, pendant une douzaine d'années. C'est un projet présidentiel, comme le musée mémorial des enfants d'Isieux était aussi un projet présidentiel entrant dans ce qu'on appelait la politique des grands travaux. Ce qui me permet d'ailleurs de faire une toute petite parenthèse par rapport à ce qu'a dit Olivier tout à l'heure, à savoir que donc moi j'ai participé à la construction de ce musée mémorial à Isieux, j'ai réalisé tous les films qui se trouvent à l'intérieur. Enfin, je crois qu'ils n'y sont plus aujourd'hui, mais et j'étais présent donc le jour de l'inauguration au mois de juillet 1994 quand François Mitterrand est venu. François Mitterrand était dans un état physique, il y avait 3 ambulances autour de lui. Enfin, c'était bon.
Si vous ne le saviez pas, vous ne pouviez pas le voir sur son visage. Mais le discours qu'il a fait ce jour-là, moi je l'ai donné à mes étudiants à l'université, je pense que vous pouvez le reprendre aussi, c'est un discours extrêmement important et intéressant. Ça ne change rien à ce qu'a dit Olivier sur la personne, mais sur le moment et sur la manière dont ça a été fait, je dois dire qu'on était tous très, très émus au sens où on se disait, bon, ce discours est bienvenu. Voilà. Donc, le projet de musée mémorial du terrorisme est l'un des rares projets lancés par le président Macron. Et au bout de, je crois que ça faisait 3 ans au moins qu'il travaillait dessus. Donc moi, je suis membre du comité scientifique, donc j'ai un peu suivi le projet, mais je n'étais pas dans l'équipe à l'intérieur au jour le jour. Mais disons que l'implication du président était quand même assez lâche, on va dire lâche au sens assez éloigné, quoi. Henri Rousseau m'a raconté que quand il l'a rencontré, Macron lui a dit vous avez carte blanche, au fond. Bon. Je peux vous dire qu'avec les projets avec Mitterrand, c'était pas du tout de cet ordre-là. Enfin, je veux dire, il suivait les choses de manière assez étroite. Ce qui se passe à un moment donné, c'est que le projet, évidemment, comme tout projet, a été chiffré à un certain coût et augmente. Pourquoi il augmente? Il est aujourd'hui de 95 millions d'euros. Pourquoi il augmente? Parce que, en fait, au départ, Henri Rousseau pensait et toute l'équipe, que le projet trouverait sa place à Paris, et à Paris intramuros. Alors que, par exemple, à Nice, les associations qui portent la mémoire de l'attentat du 14 juillet 2016 disaient pourquoi c'est pas chez nous. Enfin, il y avait des petites tensions, mais uniquement avec Nice, puisque les autres attentats ont lieu à Paris. Bon, donc le projet se fait, voilà, Nice abandonne cette idée. Et il s'agit de trouver un endroit. Et là, pour des raisons un peu politiques, donc la ville de Paris n'est pas forcément très, très soucieuse d'accueillir ce projet présidentiel, laquelle d'ailleurs va construire un autre mémorial, pas musée, mais mémorial, qui va se trouver juste en face de l'hôtel de ville, devant l'église Saint-Gervais-Saint-Protais, qui va ouvrir dans je pense dans 1 ou 2 ans. Impossible de trouver un endroit à Paris. Donc finalement, la proposition qui est faite, c'est de le faire dans une ancienne école, une école dite de plein air, qui se trouve à Suresnes. Cette école de plein air, en fait, elle avait une caractéristique, c'est qu'elle accueillait des enfants qui avaient soit des problèmes de santé, soit des problèmes psychologiques. Et donc, elle était dite école de plein air parce qu'elle était entourée d'un très grand jardin et qu'elle était entièrement vitrée du point de vue des salles de cours. Et donc, en fait, il suffisait d'ouvrir ces salles, ces portes-fenêtres, et donc c'est des architectes de renom qui ont fait ça, pour que les enfants puissent sortir. Vous voyez, enfin, il y avait une espèce d'idée que par l'ouverture de la salle de classe vers le jardin, vers l'extérieur, il y aurait... Voilà, ça participerait, disons, de l'émancipation de ces enfants. À partir du moment où ce choix a été fait, ça a posé 2 problèmes. Le premier, c'est que le coût, quand vous restaurez un monument classé, ce qui est son cas, c'est plus cher que d'en construire un nouveau. Et forcément, ça vous génère des contraintes, parce que vous devez tenir compte de l'espace existant pour construire votre parcours et la partie mémoriale. Et puis, le deuxième problème, à votre avis, quel est-il? Si on se trouve à Suresnes, par rapport à ce qu'on vient de dire... On est proche du Mont Valérien, on est sur le Mont Valérien, mais pas sur l'espace que nous appelons le Mont Valérien au sens mémoriel. Au départ, ça ne pose pas de problème, sauf qu'à un moment donné, le conseiller du président Macron, soucieux de faire remonter la parole de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et de la Fondation pour la déportation, commence à instiller dans la tête du président de la République que c'est peut-être pas un bon choix de mélanger terrorisme, résistance, qu'il peut y avoir une confusion, que les élèves pourraient faire une confusion, etc., etc. Et donc, comme évidemment on ne met jamais en avant ce type de considération, mais d'autres qui sont beaucoup plus simples, qui est de dire il y a une considération budgétaire, c'est que c'est beaucoup trop cher. Donc Michel Barnier décide que le projet est arrêté. Ce projet est arrêté, on va dire, 2 mois avant
avant la commémoration de l'attentat contre Charlie et contre l'hypercachère. Donc on savait bien en interne, et nous on a été mobilisés en tant que CS, que les associations de victimes, qui elles sont parfois beaucoup plus entendues que les historiens, ferait prévaloir auprès du président que c'est une très mauvaise idée d'arrêter ce projet en cours. Voilà. Donc le projet a été sauvé. C'est donc le deuxième document que je vous ai donné. Vous pouvez y retrouver cette mention-là. Voilà, sur Valérien II. Voilà, il est fait allusion au fait que officiellement raison budgétaire avancée, mais d'autres raisons semblent avoir joué, comme la crainte de plusieurs fondations que cette institution, qui doit couvrir 50 ans d'histoire du terrorisme en France et dans le monde, ne fasse d'ombre à la Seconde Guerre mondiale. Et Henri répond que pour eux, il n'y a aucune confusion possible, même s'il considère que ces inquiétudes sont normales. Et que c'est certes, c'est sa réponse, il n'y a aucun risque que la mémoire de la Seconde Guerre mondiale disparaisse. On a pontonisé Manoukian, on a couvert le débarquement, on va pontoniser Marc Bloch. Et quant au risque de confusion, c'est au contraire la proximité qui est un moyen de montrer cette différence. Alors après, on peut discuter ou pas, mais en tout cas, voilà un exemple, si vous voulez, un double exemple de rapport entre histoire et temps présent. Première étape, donc Klarsfeld qui intervient sur le nombre réel, donc avec en arrière-plan, disons, l'idée de valoriser ça. Je rappelle que le producteur, justement, dont les archives sont ici à Lyon, Anatole Doman, est d'origine polono-russe, juif, et que Anatole Doman, producteur de Nuit et brouillard, n'a pas voulu mettre en avant son identité juive, mais le fait qu'il avait été résistant, décoré pour cela. Et là, on trouve quelque chose qui est la différence entre se sentir dans une forme de reconnaissance, si ce n'est d'un héroïsme, mais en tout cas d'une forme de courage, de quelque chose de positif, par rapport à quelque chose qui est difficile quand on est dans le négatif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à un événement aussi énorme que la destruction de 6 millions de personnes. Qu'est-ce qu'on fait pour incarner cette énormité, cette échelle, plus ce que les historiens récents comme Christian Ingrao ont montré, à savoir les transgressions majeures. Comment on tue des femmes et des enfants. Donc, ça n'est pas facile. Donc ça, c'est le premier exemple que je voulais vous donner. Et on va donc passer... alors peut-être si vous avez des questions, on peut les prendre au fur et à mesure. Ce sera peut-être plus dynamique, ou des observations ou des commentaires. Parce que comme on va traiter 3 sujets différents, si vous êtes les bienvenus, si vous avez des réactions... Comment ? Non, je disais, il ne faut pas hésiter. Ouais. Alors, donc, mon deuxième objet. Alors, oui. Donc, le premier, je l'avais intitulé « Les conflits de mémoire ». Et le deuxième, je l'ai appelé « La vérité de la guerre ». Alors là, c'est pareil. Si je devais faire court, que ce soit à l'université ou devant des élèves de 3e, je commencerai par les interroger sur... Nous vivons en direct depuis maintenant 3 ans, dans quelques semaines, une guerre en Europe à un peu plus de 1200 km de Paris. C'est pas beaucoup. Qu'est-ce que vous avez comme image de cette guerre en tête? Si on vous dit guerre en Ukraine, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui vient immédiatement? J'entends en termes d'image. Parce que je ne pense pas qu'ils font comme moi pour d'autres raisons, parce que je travaille là-dessus depuis le mois d'avril 2022, où je suis tous les jours, en fait. Je fais une veille sur la guerre en Ukraine, dans la mesure où le 3 avril 2022, le président Zelensky sort pour la première fois de son bunker à Kiev, sachant qu'il a échappé à plusieurs tentatives de le tuer de la part des Russes. Donc il sort de son bunker, première fois, il se rend donc à Boutcha, dans la banlieue nord-ouest de Kiev, où on vient de découvrir des atrocités.
c'est souvent le terme qui est employé, c'est pas le terme que j'emploie moi, mais... son ministre de la Défense est là aussi. Son ministre de la Défense dit « Ce qui s'est passé, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime de guerre. » Bon, on mélange un peu toutes les notions, mais peu importe. Zelensky dira « C'est un génocide », mais après, il n'emploiera plus le mot. Et ils ajoutent « Il faut qu'il y ait un procès pour ceux qui ont fait cela. Et ce procès, ce sera le procès de Nuremberg à Kiev. » Donc, à partir du moment où les Ukrainiens eux-mêmes faisaient le rapprochement entre ce qui se passait à Kiev et ce qui s'était passé à Nuremberg, je suis un peu entré, si vous voulez, dans cette histoire, parce que ça m'intéressait de pouvoir voir, au fond, comment aujourd'hui, par rapport au moment où on se situe en 1945, on allait pouvoir attester de la réalité d'un crime. Donc, si on pose la question aux élèves, alors là, je peux me permettre plutôt d'être interactif, parce que, à votre avis, qu'est-ce qu'ils répondraient ? Si on leur disait, c'est quoi pour vous les images de cette guerre depuis 3 ans? Qu'est-ce qu'ils répondraient? Destruction de bâtiments dans les villes, c'est ça? Oui. Quoi d'autre? Poutine? C'est-à-dire le Poutine en tant que responsable, ou Poutine tel qu'on le voit, parce qu'on ne le voit pas quand même énormément, parce qu'il n'est pas beaucoup intervenu, enfin. Oui. Donc ça se limite à cela, il n'y a pas d'autres propositions. Oui. Oui. Donc, en fait, on parlerait de tout sauf du front. Eh oui. Mais c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que ce qu'on va expliquer aux élèves, c'est que filmer une guerre, ça n'est pas possible. Alors, je ne vais pas faire ce rapprochement avec Gaza, parce que sinon on partirait sur... Mais bon, on sait qu'il y a au moins 200 journalistes qui sont morts à Gaza pour avoir tenté de couvrir cette guerre. Donc, c'est dangereux. Une rédaction, c'est une responsabilité d'envoyer quelqu'un dans le front. Donc, il y en a des reportages. Vous pouvez en trouver plein, des reportages sur France 2, sur TF1 ou ailleurs. C'est quoi ces reportages? Vous avez un reporter qui vient spécialement. Donc s'il vient, il faut qu'il demande l'autorisation. Il ne va pas aller là où il veut. Il n'y a pas de embedded là. Il n'y a pas de gens qui vont être autorisés, qui vont être accrédités en français pour suivre la guerre sur le front. Pourquoi? Parce que, 1, c'est dangereux, et puis que 2, c'est stratégique. C'est-à-dire que même les reportages qui ont été faits, ils ont toujours été faits à un moment où il ne se passe pas grand-chose. Et on va prendre le temps de parler avec les soldats qui se trouvent là, etc. Mais vous ne verrez pas le visage des officiers, vous ne verrez pas tout le back-office dans la tranchée. C'est quoi le back-office? C'est ça. C'est une batterie d'ordinateurs. C'est des drones qui sont en train de surveiller ce qui se passe en surface et dont on a le retour à l'intérieur. C'est le positionnement géographique. Enfin, c'est tout un environnement, si vous voulez, dont les Ukrainiens ne veulent pas que les Russes aient connaissance. C'est ce qu'on pourrait appeler des raisons de sécurité, en fait. Donc, alors, voyons un petit peu l'expérience. Donc, ça se passe. Alors, il faut que je trouve mon timecode. Donc là, je vais à 12 minutes 12. Stevens a installé ses caméras sur le Belfast. Dans cette phase précédant le débarquement, il se trouve sous l'autorité de John Ford, qui supervise l'ensemble des équipes de tournage présentes. Comme je n'avais pas assez d'hommes pour s'occuper des caméras britanniques, raconte-t-il, j'ai sollicité l'aide de mon cher ami le colonel Stevens. Il a accepté et fait un travail splendide.
Ford s'occupe aussi de l'emplacement des caméras pour la marine et les gardes-côtes américains, ainsi que pour les Hollandais, les Polonais et les Français. Avant de quitter les États-Unis, Ford et Stevens ont reçu des consignes très précises sur leur mission. En octobre 1943, les Alliés ont dénoncé officiellement les crimes commis par les nazis. L'état-major les a avertis qu'ils risquent de découvrir des atrocités et des crimes de guerre. Si une telle situation se présente, leur réaction suivra le cours ordinaire de leur mission. C'est de façon permanente que leurs images, parfois accompagnées de témoignages, doivent être prises de manière à ce qu'elles soient recevables, à titre de preuve, par des tribunaux civils ou militaires. Une première dans l'histoire. Stevens ne tourne que dans la phase précédant le débarquement. Ford a confié à l'unité américaine des gardes-côtes la tâche de couvrir en couleur la journée du 6 juin 1944. Grâce à leur habitude de la mer, ils ont placé les caméras aux meilleurs endroits pour suivre au plus près l'avancée de la flotte. Pour Samuel Fuller, ce débarquement sur la plage d'Omaha est une épreuve terrible. Sur les 183 hommes de la Big Red One, 100 sont morts, blessés ou portés disparus. Five minutes is a long time for a fight. Very long, forget movies, because your eyes blur. Your hands are hot and sweaty. Your hands are burned from the barrel. The barrel is red hot. That's how fast you've been firing. I lie with a camera. I lie like hell. I don't want people to leave. They just fall. They never fall. The parts of them, the head is there, the balls are there, the ass is there, the feet are there. Boom, wham, wham. There's nothing but pieces of people. You have a brother, you have a father. And it's not your father they find, it's part of your father. And your father's head they find because around his neck is his dog tag. But it's the other man's guts, it's the other man's cock, it's another man's ass, it's another man's thighs and feet. They put together to make a body. Yeah, that's your papa. Now give that a little thought. That's war. Voilà. Là, c'est un mélange donc d'images de fiction, celle du film de Big Red One, puis tous les cadavres que vous voyez dans la mer. Donc, ce sont des images d'archives, enfin des images tournées par les équipes donc de George Stevens et de John Ford. Alors, compliqué. Si on dit que le cinéma de fiction ment, triche, comme le dit Samuel Fuller, on va rentrer dans une discussion un peu compliquée avec les élèves. Ce que veut dire Fuller, ce qui est très important, si vous voulez un jour parler de Fuller à vos élèves, c'est que Fuller, c'est d'abord un soldat. Il va devenir réalisateur au moment où il est sur le terrain. Et il a demandé à sa mère de lui envoyer une petite caméra qui va mettre 1 an et demi à arriver. Et il va faire son premier film en janvier 1945, quand son unité, la Big Red One, arrive à la frontière avec l'Allemagne. Et là, il va faire quelque chose d'assez extraordinaire, qui est de filmer un soldat allemand qu'ils viennent d'abattre, qui est en train de mourir et dont ils essayent de s'occuper pour que ces derniers moments ne soient pas trop difficiles. Donc, quand il fait le Big Red One, en fait, il va édulcorer ce qu'il a lui-même vécu en tant que soldat. Parce qu'il dit « j'ai pas envie que les gens sortent de la salle ».
Et cette question-là, pour moi, elle est hyper importante aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait face à des violences, à des images d'une violence extrême? Ou, comment peut-on produire des images d'une violence extrême? Ce qui permet de situer différemment la question de « Ah, mais alors, on n'a pas filmé la Shoah ?» Oui, mais attendez, mais si on l'avait filmé, est-ce qu'on aura envie de voir? Je veux dire, réfléchissez à ça aussi. Pensez toujours aux opérateurs qui sont derrière ces caméras. Pas par rapport à un événement qui serait filmé comme ça, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à des images de violence extrême? Comment on les montre? Et comment on les montre quand ce sont les criminels qui les font eux-mêmes? Ça, c'est la grande question des images du 7 octobre. Ce n'est pas nouveau, parce qu'il y a déjà ce qu'on appelle des images trophées chez les nazis. Beaucoup d'images, enfin beaucoup, elles sont en nombre, c'est vraiment un tout petit nombre. Mais les images de fusillades faites par les Einsatzgruppen dans ce qu'on appelle la Shoah par balle, en particulier celle du soldat qui sourit en même temps qu'il est en train de tirer sur une femme avec un enfant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et le 7 octobre, ce n'est pas une image photographique floue, c'est des images de très très bonne qualité faites par ce qu'on appelle une GoPro, c'est-à-dire que les criminels arrivent équipés de caméras, filment leur acte et poussent le cynisme, quand ils sont près d'une famille, qui prennent le téléphone portable de la famille, à envoyer aux membres de cette famille, sur des adresses qu'ils trouvent, les images qu'ils viennent de prendre. C'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Voilà. Alors, c'est une question qui, moi, me préoccupe beaucoup. Et quand je sais que déjà, quand j'ai montré certains films, que ce soit Nuit et brouillard ou d'autres, j'avais des étudiants, pas des lycéens, des étudiants qui me disaient « Mais pourquoi vous nous infligez ça ?» Alors que, bon, évidemment, il y avait tout un environnement pédagogique. Je veux dire, je leur, entre guillemets, je leur balançais pas ces images, évidemment. Et je leur expliquais au contraire que le fait que par ma pratique, je passe d'un langage à l'autre, que ce soit du langage scientifique de l'historien au langage du réalisateur, voire au langage du commissaire d'exposition. Quand on a fait l'exposition Filmer les camps en 2010 au Mémorial de la Shoah à Paris, l'une des grosses questions, c'est comment, par quelle taille, dans quel environnement on va montrer ces images. Parce qu'il ne s'agit pas de choquer les gens. Ça ne sert à rien. J'ai écrit ça dans une tribune dans Le Monde quand le gouvernement israélien voulait diffuser en France et de la montrer à l'Assemblée nationale et au Sénat un documentaire essentiellement composé des images des tueurs. J'ai dit, mais arrêtez, ça ne sert à rien. Les gens vont être simplement sidérés en termes de connaissances, ça n'apportera rien. Alors peut-être que vous avez un autre agenda politique. D'ailleurs, pour l'instant, je ne veux pas envisager cette hypothèse. Restons sur la question des images. Les images ont été montrées, certains ont dit « mais si, il faut les regarder, courage, regardons ». Résultat, tout le monde après, sidéré. Certains sont sortis avant. Donc, bon, cette question de la confrontation à la violence de l'image, elle est vraiment forte. Je suis en train de largement dépasser mon temps. J'espère que je ne vous ennuie pas. J'ai le temps? D'accord. Je sors de là. Je sors de là. Voilà. Oui. Tac. Alors, est-ce que j'ai le temps de montrer un deuxième extrait ici? Pof. Alors, ce que je voulais juste vous dire, vous avez deux documents, normalement. Vous avez, je vais vous les remontrer ici. Alors, entre-temps, évidemment, j'en ai rajouté un. Parce que je me suis dit, zut, j'ai oublié celui-là. Donc, vous l'avez ici. Alors, ça me semble des petits outils transitionnels qui sont pas mal pour les élèves. C'est de leur dire, bon, quand on vous montre des images, donc n'oubliez jamais qu'il y a quelqu'un qui a pris ces images. Or, le problème, c'est que ceux qui ont pris les images, dans les camps, pendant la guerre, etc., leur nom n'est jamais mentionné. Non seulement leur nom n'est jamais mentionné, mais les images sont envoyées à Moscou, côté soviétique, à Washington par Londres, côté américain, et ensuite ça rentre dans une espèce de grande machine qui va
couper, remonter. Et donc, on va perdre très vite le geste de l'opérateur. Alors, pourquoi le geste est important? Alors ici, vous avez 3 types de caméras. Vous avez la caméra à droite, qui est une caméra 35 mm. Vous voyez ces deux grands espaces pour mettre les bobines. À votre avis, on a combien de temps de tournage dans cette bobine? Combien? 10 minutes. On a 10 minutes, là. Là, on a 300 mètres environ. 300 mètres, ça fait 10 minutes. 1 mètre en 35 mm, c'est 27 mètres 36, c'est 1 minute. Bon. Donc là, on a le temps. Mais vous voyez bien que c'est très lourd, il faut avoir un pied. Vous imaginez bien que quand on est sur un terrain, le temps de trimballer, de s'arrêter, de devenir une cible potentielle, c'est bon. On ne va pas l'utiliser très souvent. On va l'utiliser quand on est à l'abri des combats. C'est clair. Ou bien quand on est un peu à distance. Mais à l'époque, on n'a pas ce qu'on appelle un zoom aujourd'hui, ou des capacités, ou encore mieux, les satellites. Et donc, voilà. Ça détermine, le matériel détermine une manière de faire. Ou bien on peut dire, on a envie de faire une manière de faire, et on prend le matériel qui convient. C'est dans les deux sens. Au milieu, c'est une caméra américaine qui s'appelle la AIMO 35 mm. Cette caméra, on la tient dans la main. Elle est légère. C'est comme une caméra vidéo des années 70. Combien de temps, à votre avis, de tournage là-dedans? Non, 2-3 minutes, pas plus. Et puis, ici, à gauche, ça c'est la caméra de Samuel Fuller. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller dans la maison de Samuel Fuller, dans son garage où il y avait ses archives, de trouver cette caméra, de l'amener à Paris pour l'exposition Filmer les camps. Et ça, c'est très précieux. Cette caméra, c'est une caméra 16 mm, en fait, qui contient du coup plus de temps que la caméra 35 que je viens de vous montrer. On est plutôt là dans un registre de 4-5 minutes. Voilà. Alors, quand on a très peu de temps pour tourner, on est exactement dans la position inverse de tous vos élèves avec leur téléphone portable. Le moment de leur dire « arrêtez ». Arrêtez de filmer la Joconde si vous allez la voir, parce que ça ne sert à rien, vous ne regarderez jamais, ça sera moche. Vous avez de très belles reproductions, qu'est-ce que vous voulez filmer là? Les gens qui sont en train d'agglutiner... Bon, c'est une chose qui me dépasse totalement, comment les gens, maintenant, tout le temps, au lieu de regarder, prennent leur truc, ce qui ne sert à rien, parce qu'en plus, ils filment mal. Ils sont là, pof, non. Bon. Donc, quand vous avez très très peu de temps, que vous êtes sur le terrain, ben, vous avez intérêt à faire attention à ce que vous allez faire. Parce que vous savez que si vous prenez quelque chose qui n'est pas intéressant, et que tout à coup quelque chose d'intéressant arrive au bout de 2 minutes, vous n'aurez plus de pellicule. Donc les opérateurs, ils réfléchissent avant de tourner. Même si vous me direz... Et ces petites caméras portables, quel est leur intérêt principal, à votre avis, par rapport à une caméra fixe? Quelle est leur qualité principale? Comment? Maniable, oui, mais... Non, on ne va pas se cacher, nous, au contraire. On peut bouger. C'est-à-dire qu'en fait, l'opérateur qui rentre dans le camp de Dachau, il va faire des plans avec la caméra fixe 3 pieds, mais pas le premier jour, parce qu'il faut d'abord qu'il prenne tout simplement connaissance des lieux. Et prendre connaissance d'un camp de la taille de Dachau, alors encore plus de la taille d'Auschwitz, c'est pas rien, je veux dire. Enfin, c'est-à-dire, c'est un choc terrible pour l'opérateur de se rendre compte tout à coup d'une baraque, 2 baraques, 3 baraques. Enfin, la taille du camp dit quelque chose sur l'énormité du crime, alors que justement la difficulté, quand vous avez un crime dont l'échelle est énorme, c'est comment vous arrivez à l'incarner à travers des personnes, sans perdre le fil du rapport quelques personnes, des millions de gens qui ont été tués. Ça, c'est une grosse difficulté. Donc vous avancez en même temps que vous filmez. Ça veut dire que vous filmez tout le temps et n'importe comment, puisqu'encore une fois, ils ont très peu. Il faut après rembobiner, enfin c'est tout un truc. Ça ne se fait pas comme ça. Et ce qui est fascinant chez les opérateurs,
c'est qu'ils ont un cahier des charges. Je l'ai indiqué un petit peu parce que c'est un extrait d'un des films que j'ai fait. Ils ont un cahier des charges. Et ce cahier des charges, très important pour moi. Il y a deux choses qui sont importantes. Premier, faites les images d'une manière telle qu'elles ne soient pas contestables et qu'elles puissent, le jour venu, devenir des preuves pour un procès. On est en 1943. Personne ne sait qu'il y aura les procès de Nuremberg ou d'autres procès plus lointains, le procès d'Auschwitz, etc. Personne ne sait à l'époque. D'avoir cette conscience-là, ça me semble devoir être souligné. Première chose. Deuxième chose, ça a été dit dans le commentaire, on leur dit à ces opérateurs, donc ils sont soit encore aux États-Unis, soit pour le cas de Stevens, ils sont déjà en Grande-Bretagne, on leur dit, vous allez filmer donc le débarquement et l'arrivée en Allemagne. Vous allez peut-être rencontrer des cas d'atrocités, de crimes commis par les nazis. Oui, on le sait, puisque dès 1942, les Alliés ont tout de suite dit, un, les nazis capituleront, il n'y aura pas d'armistice, et deux, ils seront jugés. Mais que les opérateurs qu'on envoie aient déjà cette conscience qu'il faut que leurs images soient faites d'une manière telle qu'on ne puisse pas les contester, ça nous dit quelque chose, et ça vous dit quelque chose aujourd'hui pour sortir des lieux communs sur « Ah là là, l'image, c'est le lieu de la manipulation la plus grande ». Non. Si l'image, elle est authentifiée par sa date, par son lieu, par l'opérateur qui l'a prise, si tout cela figure, évidemment, si ça ne figure pas, c'est la voie ouverte à ce qui circule sur l'Internet, mais est-ce qu'on est obligé d'en tenir compte s'il n'y a pas d'identification? Et là, vous faites un lien avec le temps présent, et là, on retrouve l'Ukraine. Ukraine, premier moment dans toute l'histoire du 20e siècle, dans lequel les images qui sont tournées ici ou là, il y en a quand même qui sont faites sur le front par les Ukrainiens eux-mêmes, ces images sont immédiatement soumises à plusieurs réseaux de contrôle de leur authenticité qui ne sont pas des réseaux gouvernementaux. Ce sont des applications comme Eyewitness ou Truth Hounds. Ce sont des sites qui travaillent pour les États, mais qui travaillent pour l'Ukraine, qui ont travaillé en Irak, qui ont travaillé en Syrie, qui ont travaillé en Tchétchénie, et qui ont pour mission de recevoir, si vous faites des images, envoyez-les nous, et nous allons les traiter. Les traiter, ça veut dire les authentifier. Donc vous avez aujourd'hui un dossier d'images, pas seulement d'images, de toutes sortes de documents. L'image n'est jamais seule. On nous renvoie toujours, alors vous travaillez sur les images, oui, mais pas seulement. Pas seulement. Parce que les images, elles renvoient forcément à des cahiers des charges, elles renvoient à des événements qu'il faut bien prendre en compte en tant que tel, en tant qu'historien. C'est comme si vous disiez à Roger Chartier, alors vous êtes un historien du livre, il dirait oui, enfin oui et non, enfin je veux dire pas uniquement, quoi. Bon. Donc, authentification de ces images, c'est vraiment très important. Et donc, sur le deuxième plan que je voulais mettre en évidence, c'est le plan éthique. C'est-à-dire, on leur dit, vous allez peut-être rencontrer des atrocités. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, c'est une question que je vous pose. Qu'est-ce que, sur le plan éthique, on peut leur demander de faire quand ils rencontrent des atrocités? Non. C'est pas de l'autocensure. Non, c'est pas de la censure du tout. Parce que de toute façon, ils tournent et puis ensuite, on voit ce qu'on fait des images. On est quand même dans des systèmes démocratiques, mais ça joue aussi pour les opérateurs russes. Quand ils sont sur le terrain, ils n'ont pas quelqu'un du KGB dans le dos, je veux dire. Donc ils avancent. Qu'est-ce qu'on peut leur dire sur le plan éthique? En fait, on va leur dire le contraire de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Ça me semble très important de le souligner. On va leur dire, si vous rencontrez des atrocités, ne changez pas votre manière de faire. Ne changez pas votre manière de faire. Que ce soit horrible ou que vous filmiez la beauté, c'est-à-dire la libération de Paris, enfin la beauté, j'entends quelque chose d'heureux, que vous filmez quelque chose d'heureux ou quelque chose d'horrible, vous restez dans la même position. Il n'y a pas de comportement particulier devant ce qui est horrible. Après,
Ça n'empêche de poser la question que j'ai posée moi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait nous? Mais c'est là que je développe ma théorie de la médiation, enfin ma théorie est toute simple, hein, qui est de dire, c'est ce qu'on a fait pour l'exposition Filmer les camps, on a fait deux choses en fait. On a rappelé aux gens, la première protection face à ce qui vous est donné à voir, c'est l'opérateur. C'est-à-dire que l'opérateur, lui, c'est le premier écran entre ce qui est donné à voir et nous. C'est-à-dire que nous, on ne va pas rentrer dans le camp. On va voir ce que l'opérateur a fait. Et lui, précisément parce qu'il a cette éthique, il va tenir compte de ça, il va essayer, il va se poser des questions. Est-ce que je m'approche des corps émaciés ou est-ce que je suis à distance? Ah oui, il faut que mon image soit potentiellement une preuve. Donc il faut bien que si j'ai quelqu'un de blessé, il faut que je montre ses blessures. Mais si j'ai quelqu'un de survivant qui s'approche de moi, qui a l'air complètement hébété, parce qu'il faut imaginer ce que ça peut représenter, de voir tout à coup un opérateur avec une caméra. Dans un camp, vous avez souffert d'isolement, de torture, de ce que vous voudrez. C'est un choc énorme. Et certains sont morts après avoir été secourus parce qu'ils étaient dans un état trop délicat, enfin trop affaibli. Donc, voilà, cette position éthique me semble très importante pour dire, au fond, que... et donc, nous, avec l'exposition, on installait une deuxième protection. On ne l'installait pas avec le surplomb de notre position de sachant, comme disent les sociologues, mais on l'installait avec ce que ceux qui accompagnaient les opérateurs, que ce soit George Stevens ou l'écrivain qu'il avait fait venir, Ivan Moffat, écrivain britannique. Moffat, son rôle, c'était de suivre les opérateurs à Dachau, par exemple, et d'écrire, non pas sur ce qu'il voyait lui, mais sur ce qu'il voyait que les opérateurs voyaient. Du coup, quand on a montré ces images qui sont à 90% muettes, quand on les a montrées dans l'expo, il suffisait de mettre un casque. On avait demandé à Mathieu Amalric de lire ces textes. Et donc, vous pouviez voir les images telles qu'elles avaient été prises, sans retouche, sans montage. Et vous aviez le commentaire d'époque d'Ivan Moffat ou de George Stevens ou d'autres qui commentaient eux-mêmes ce qu'ils avaient fait. Donc, on n'ajoutait pas quelque chose qui serait décroché chronologiquement, qui serait comme ça, une espèce de... Oui, je vais vous expliquer. Non. Au contraire, on essayait de se faire tout discret pour comprendre, pour faire remonter le geste du filmage par ces opérateurs. Ça, c'est une chose très importante. Alors, je vais juste terminer rapidement, avec un exemple un peu différent. Donc, mon troisième point qui est par là. Alors, on va aller à 0,6 minutes. Alors, avant que je fasse ma petite démonstration rapidement, est-ce que vous avez déjà montré un extrait de Shoah, en particulier celui-ci, à vos élèves? Oui? D'accord. Bon, alors, donc là, on a affaire à un extrait de Shoah qui intervient tout au début. Il s'agit donc de Simon Srebnik, l'un des 3 ou 4 ou 5 rescapés du camp de Chelmno, camp d'extermination. Lanzmann le ramène, fin des années 70, dans le camp. Donc on va regarder d'abord l'extrait de Shoah, et ensuite je vais vous montrer qu'on appelle l'installation que j'avais faite pour une exposition sur ce sujet. Mais c'est très court.
schwer zu erkennen, aber das war hier. Da waren gebrannt Leute, viele Leute waren hier verbrannt. Ja, das ist das Platz. Bon. Alors avant que je fasse ma démonstration, parce que sinon elle a moins d'intérêt, si vous voulez, si je n'ai pas d'abord vos réactions. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur cette séquence? Qu'est-ce que vous pouvez remarquer de précis sur ce que nous voyons à l'image? Je ne parle pas de ce qu'il dit, hein, mais voilà, je vois un monsieur qui avance, qu'est-ce que je vois? Comment? Son regard? Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur son regard? Vous pensez que son regard est précis? Non, c'est-à-dire que ce qu'il a à voir, c'est sur le côté gauche, hein, par rapport à lui. Par rapport à nous, c'est le côté droit. D'accord? Mais si vous regardez bien, il est là. Hop, là, qu'est-ce qu'il regarde, là? Il regarde l'équipe. Ingénieur du son, caméraman, caméra. Et puis, on voit, il y a un coude, là. Il y a quelqu'un à côté de lui. Mais on ne le voit pas. Mais on le sent quand même, parce qu'on voit un coude qui rentre. Hein. Bon. Non, mais j'approche vers ce que je vais vous montrer maintenant, mais je préfère qu'on réagisse d'abord sur... Parce que c'est comme ça qu'il faudrait faire avec les élèves, c'est avant de... Parce que sinon, si on fait la démonstration, c'est trop... Enfin, je veux dire, on donne le résultat en même temps. Bon. Maintenant, quand il parle, première phrase... C'était ici le lieu, c'est bien ici, d'accord. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Quelque chose qui... Est-ce qu'il dit uniquement c'était dur à reconnaître? Est-ce qu'il dit pas... Il n'y a pas un petit mot qu'on entend avant? Il ne dit pas c'était dur à reconnaître, il dit oui, c'était dur à reconnaître. Est-ce qu'on n'a pas là un indice de quelque chose? Eh oui, ce qui se passe, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'il répond en fait à des questions. Alors vous allez voir maintenant le montage que j'ai fait, et on en reparle après. Alors, le timecode, 8h37. Ah oui, je commence un petit peu avant. Je commence par le procès Eichmann. Je vous expliquerai après pourquoi. מה בנוגע לאמך, אדון סרבניק? באחד המיונים שניהלתי תיקים שהיו שם תעודות וזהב וכסף. Peut-être qu'on peut monter le son. אז ניהלתי תיק אחד, ושם מצאתי את התמונות של אמי. ומולי ישב אייכמן. בתוך התא? בתוך התא. באיזה מרחק בערך? זה כמו 3-4 מטר. היה לך קשר עין עם אייכמן? בטח. הסתכלת עליו? כן. הוא הסתכל עליך? כן. ראית איזושהי הבעה על הפנים שלו? כן, הודעתי גם כן במשפט שהוא היה בחרנו גם כן. ומה שעברת, אתה הצלחת לשכוח? לא, אני בלילות לא ישן. לא יכול לישון בלילות. רודפים אחריי תמיד. פעם הראשונה שהייתי במשפט אייכמן וגמרתי את העדות,
אז הייתי כל כך, איך לבטא את זה, כל כך נרגש, שאיבדתי את המאור עיניים. לא ראיתי שום דבר. רק הרגשתי איך שאנשים צופטים אותי, שירדתי מהדוכן. אז אשתי גם הייתה שמה, אז אני אומר לה, חווה, אני לא רואה לעיניים, אני לא רואה שום דבר. אז היא התחילה לבכות ובא תקף רופא, והוא אומר, זה עצבים, זה שום דבר, אחרי קצת זמן, זה יחזור לו. Hello 86. Quand tu veux. Alors, ma démonstration commence ici, mais auparavant, donc, je voudrais vous dire que Simon Schrebnik est un témoin exceptionnel, certes par ses qualités humaines, par l'expérience qu'il a eue, terrible. Il ressort de ce camp d'extermination, il a 15 ans. Dans le ghetto, il a vu son père fusillé devant lui. Ensuite, il est déporté à Chelmno, il ne sait pas où est sa mère. Et à Chelmno, il s'occupait de gérer les biens des déportés, de les trier pour que les SS récupèrent ce qui avait de la valeur. Et un jour, il tombe, comme il l'a dit, sur le sac de sa mère, où il trouve une photo d'elle et de lui. Bon. Il doit son salut au fait qu'il avait une jolie voix et que l'un des SS appréciait sa voix et donc il a pu être sauvé en quelque sorte tout en s'occupant de ses... Et vous vous souvenez de la scène sur le bateau. Pourquoi sur le bateau? Parce qu'en fait, la deuxième de ses missions, c'était de prendre les cendres de ceux qui avaient été brûlés et de les disperser dans la rivière. Bon. Il sort à 15 ans et il va être immédiatement interrogé, entre guillemets, par un instituteur polonais qui n'était pas le sien mais qui le connaissait bien dans le village. Et c'est un document extraordinaire que vous retrouverez, vous pouvez, si vous tapez mon nom et Schrebnik, vous tomberez sur l'article que j'ai écrit. C'est un document extraordinaire. Donc il est interviewé en 1945. Il est pré-interviewé par un juge qui veut juger, mais il n'y aura pas de procès, toujours en 1945. Ensuite, 61, le procès Eichmann. Ensuite, 67, et par la suite, il va participer à toutes les grandes collectes de témoignages, celles de Yale, celle de la Fondation Spielberg, Yad Vashem, etc. Le document que vous venez de voir n'est pas dans le film de Claude Lanzmann. C'est un document que je suis allé chercher dans les archives israéliennes. Bon. Donc maintenant, nous en venons... Et donc, vous avez vu ce qu'il a dit. 61, procès Eichmann, il perd la vue tellement il est ému. Quand Lanzmann l'interroge, fin des années 70, il a déjà donné 5 témoignages auxquels Lanzmann n'a porté aucune espèce d'attention. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conscience chez Lanzmann, et c'est valable pour tous ceux qui l'ont interrogé, qu'il a été interrogé avant. Donc je trouve ça, on peut discuter là-dessus, mais en tout cas pour moi qui ensuite regarde tous ces témoignages pour voir comment ce témoignage évolue dans le temps, est-ce qu'il modifie un certain nombre de choses au fur et à mesure, est-ce qu'il ajoute d'autres choses? Et on peut voir, enfin une première conclusion très rapide, c'est de voir qu'en fait tout dépend de la personne et de la circonstance dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire qu'au fond, l'interlocuteur joue un rôle essentiel. Alors voici donc le rush de Shoah, pareil, qu'on peut trouver à Washington. Alors, on va revenir juste là, voilà. Hello 86. Quand tu veux. שאני הולך בדרך הזו, ובדרך הזו נכנסים כל המכוניות עם הגזים. בדרך הזו. בדרך הזו נכנסו אלפים למוות, ילדים, נשים וגברים. איך אתה מתאר לעצמך שאני בא ואני דורך אחרי כל זה על האדמה הזו, שהשמידו כל כך הרבה יהודים. זו הייתה הרגשה איומה, נחנקתי,
הייתי מבולבל לגמרי. לא ידעתי איפה אני נמצא. Ich will sie erkennen, aber das war schier. Da waren gebrannt Leute, viele Leute waren hier verbrannt. Ja, das ist das Platz. אני חשבתי שאני אהיה, אם אני יוצא מחרמנו, אני אהיה היהודי האחרון בעולם. Bon. Donc, je terminerai par là. La question que je vous pose, c'est valait-il mieux faire ce qu'a fait Lanzmann, c'est-à-dire de couper ces questions, ou, au contraire, valait-il mieux les laisser pour montrer ce que moi je vous montre à travers d'autres entretiens, que pour Srebnik, ça a été horrible de faire ça. Il n'avait pas envie de le faire. Il ne voulait pas revenir. Ça l'a énormément choqué. C'est ce qu'il dit ici. Donc, on peut après avoir un avis sur la nécessité ou non de faire venir Srebnik ici. Je laisse cette question de côté. Mais ma question, c'est pourquoi n'avoir pas montré qu'il n'arrivait pas à parler. Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel, si je le montre à vos élèves ou comme je l'ai fait aux miens, c'est pas de dire, là, vous apprenez quelque chose parce que ce monsieur est en train de vous dire qu'on a brûlé des gens à Chelmno. Ben non, c'est pas ça c'est pas ça l'important aujourd'hui. L'important, c'est de savoir que Simon Srebnik est sidéré quand il revient dans ce camp. Et donc, ça nous dit quelque chose sur qu'est-ce que c'est qu'un témoignage, comment on peut le faire, etc. Et vous comprenez ce qui devait se faire au départ. C'est-à-dire que Lanzmann, il démarre très très loin. Et Lanzmann pensait qu'il allait parler. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on revient, il parle. Eh bien non, donc ils avancent tellement que la caméra qui était positionnée sur un pied, à un moment qui avait été déterminé depuis le départ, mais suffisamment loin du point de départ dans la forêt, est obligée de se lever. Et donc du coup, Lanzmann passe de l'autre côté et Srebnik est à droite. Et Srebnik, il ne sait plus. C'est pour ça qu'il a le regard qui ne sait plus où aller, parce qu'il a Lanzmann à droite, la caméra au centre, le camp à gauche, et d'une certaine manière, il doit se dire, il faut que je dise quelque chose. Et il n'arrive même pas à le dire, puisque Lanzmann, vous voyez, comme on dit, alors c'était ici, oui, c'était ici. Enfin, c'est comme s'il lui soufflait les réponses qu'il attend de lui, quoi. Voilà. Bon, je m'arrête là-dessus, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Delage. Juste avant que je vous laisse la parole pour des questions, tout d'abord, bien entendu, on a l'habitude de passer des extraits de films, des extraits de documentaires avec nos élèves. Plus spécifiquement en spécialité, en terminale,
Toujours sur Histoire Mémoire, il y a effectivement l'objet conclusif qui est intitulé « Histoire et mémoire du génocide juif ». Et il est précisé dans un jalon qu'on doit étudier également l'histoire et la mémoire du génocide juif à travers le cinéma et la littérature. Donc là, vous nous avez fourni des outils utiles. Et en même temps, c'est plutôt par les capacités, les compétences qu'on voit l'intérêt d'exploiter les images filmées. Puisqu'on a bien entendu adopté une démarche réflexive, analyser, s'interroger. Mais on a également utilisé les outils numériques. Et là, on voit bien tous les outils numériques qu'on peut utiliser. Produire éventuellement ou réaliser une production audiovisuelle. On a également s'informer dans le domaine du numérique. Et donc là, bien entendu, à travers tous ces éléments et toutes ces compétences et capacités, on peut les mettre en œuvre. Alors, vous avez abordé la question des conflits de mémoire. C'est intéressant, là aussi, de pouvoir travailler sur la double lecture. Enfin, j'ai trouvé intéressant à la fois d'avoir les actualités françaises, enfin, les actualités... Le terme exact, c'est pas les actualités françaises et les actualités de la France libre, non, c'est ça, France Libre Actualité. Oui. Et en même temps, eh bien, un film, un téléfilm, j'imagine, un film de fiction. Un film de fiction qui met en relation un historien qui est confronté à un militaire, et le dialogue est aussi intéressant. Donc là, on peut jouer sur plusieurs plans. Il y a la question aussi des images, bien entendu de leur statut, la diffusion de ces images. Je trouvais intéressant toute la réflexion, effectivement, que vous nous avez apportée. Que doit-on diffuser? Qu'est-ce que l'on ne doit pas diffuser? Où se situe la limite par rapport à nos objectifs pédagogiques? L'âge des élèves aussi que l'on a face à nous. En troisième et terminale, on n'a pas du tout le même public. Et puis, la question de l'opérateur. Même le cahier des charges. C'est quand même intéressant de voir, vous l'expliquez, des 43, l'idée aussi que les images que l'on va filmer pourront servir, peut-être en tout cas de preuve. Donc là, ça établit bien entendu les liens avec tous les grands procès. Je vous laisse la parole pour poser des questions à Monsieur Delage. Oui. Merci pour votre intervention. Êtes-vous partisan du coup de montrer les images des camps filmés par les soviétiques ou américains aux élèves de 3e? Oui. Donc, dans le fond d'images autour de l'histoire des camps, il y a d'abord les images qui sont faites pendant. Et donc, c'est peut-être intéressant de commencer par dire qu'il y a d'abord des images qui sont des images administratives. On prend à Auschwitz-Birkenau une photo de chaque interné avec son identité, un numéro, etc., etc. On constitue un fond qui, pour les parties qui ont été préservées jusqu'à aujourd'hui, est extrêmement précieux, évidemment, pour cela. Il y a les albums de Buchenwald, albums d'Auschwitz, c'est-à-dire que là, on passe dans une autre dimension qu'on peut rapprocher du film La Zone d'intérêt, c'est-à-dire comment on pouvait, quand il y avait des invités qui venaient, on pouvait leur offrir l'album montrant la vie du camp. La vie du camp, c'est-à-dire pas ce qui se passe dans la maison de la zone d'intérêt, mais de ce qui se passe de l'autre côté. Ce qui peut nous paraître assez bizarre. Enfin, comment on peut faire un cadeau d'un album de ce genre, mais ça existait. Les images, ce que j'ai appelé les images trophées, prises par les criminels, très peu, très peu, mais il y en a. D'ailleurs, c'est essentiellement ce qu'on voit. Et les images prises par les internés quand ils ont la possibilité de le faire. C'est le cas pour la résistance polonaise à Auschwitz, Birkenau. Et c'est les 4 images du crématoire 5 à l'été 1944, sur lesquelles Georges Duberman a écrit ce texte que je considère comme magnifique, qui s'appelle L'image malgré tout. Bon, ça, c'est vraiment les images pendant. Et après, on passe à après. Alors après, oui, enfin, je veux dire, étant donné que nous, on a énormément travaillé sur ces images, je ne vois pas pourquoi on n'en les montrerait pas. Mais si on les montre justement avec, un petit peu comme j'ai essayé de le faire avec les images que je vous ai montrées aujourd'hui, c'est-à-dire avec un environnement qui permet de comprendre de quoi il s'agit exactement, et pas uniquement en disant, voilà, aujourd'hui on parle des camps nazis, je vous montre des images. Non, c'est pas, voilà,
Mais c'est ce raccourci parfois qui a été fait récemment là, dans la presse qui m'a un petit peu agacé, je dois dire, parce que de dire que les images ne disent pas ce qu'on veut leur faire dire, bah, excusez-moi, mais on travaille depuis 25 ans là-dessus, donc justement, on s'interroge aux conditions dans lesquelles elles ont été prises, au cahier des charges, à ce que l'opérateur pense, donc on n'est pas juste face à quelque chose qui serait le réel, quoi. Non, c'est plus compliqué que ça. Bon. Donc oui, il faut les montrer. Alors après, il faut choisir, disons, celle qui serait le moins susceptible, qui serait à la fois le plus proche de ce qui s'est passé, de ce que les gens ont vécu, et en même temps le moins heurtant la sensibilité des uns et des autres. Puisqu'encore une fois, il ne s'agit pas de sidérer les gens, ni de leur imposer quoi que ce soit sous le registre du devoir de mémoire. Vous savez que nous, enfin vous, les historiens, on parle du travail de mémoire et non pas du devoir. Nous n'avons pas d'obligation à nous souvenir, c'est pas comme ça que ça marche. Donc justement, le travail, c'est une autre dimension, parce qu'après, on pourra dire pourquoi on doit se rappeler, enfin j'imagine chez certains élèves, pourquoi on doit se rappeler d'un événement et qu'on ne nous dit pas la même chose pour d'autres événements. Donc il faut avoir cette idée-là en tête, quoi, de dire que bon, on parle de tous les événements, quels qu'ils soient, et donc l'historien n'a pas à trancher en choisissant certains événements qui lui sembleraient plus... Bref. Donc voilà, c'est un peu tout cet environnement-là. Et puis, après, si on peut essayer de faire comme on l'a fait comme je l'ai fait à l'instant pour Srebrenik, c'est-à-dire d'essayer d'abord d'obtenir leur retour avant, disons, de se lancer dans des explications plus savantes. Je pense que pédagogiquement, c'est mieux parce que ça suppose un effort de leur part, au lieu qu'on leur donne quelque chose qui tient compte justement du fait que nous, ça fait des années qu'on travaille là-dessus et que donc on a évidemment atteint un certain niveau que nous pouvons nous-mêmes oublier. Forcément, nous oublions notre propre expertise à un moment donné. C'est-à-dire, pour nous, il y a des choses qui... Voilà, on est passé par là, on a trouvé des moyens de se défendre par rapport à l'horreur des images. Enfin, donc, tout ça, on l'a fait. Alors, parfois, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte que c'est nouveau pour les autres et qu'il faut faire attention. Merci pour votre intervention. Que faites-vous face aux élèves qui trouvent que, alors je dis presque comme ils le disent, on en fait beaucoup trop sur la mémoire de la Shoah et qu'on ne parle pas, alors moi je suis confronté, on ne parle pas de Gaza, on ne parle pas en tout cas pour mes élèves, ce qui peut être clairement un génocide, je vous rapporte ce que me disent mes élèves, et qu'on s'est focalisé et qu'on est bloqué en quelque société française, ou en tout cas que les discours majoritaires sont bloqués sur cette mémoire-là et qu'elle aveugle un peu par rapport aux autres massacres, crimes, etc. Question éminemment difficile. Question difficile. Question que je me suis posée. Je veux dire, j'ai pas de souci par rapport à ça. Je travaille depuis des années sur ces sujets. J'ai fait plein de choses au mémorial de la Shoah. Je suis allé aux États-Unis, dans d'autres mémoriaux, parce que mon exposition a circulé. Des mémoriaux qui étaient... Le mémorial de la Shoah à Paris, la responsable des activités culturelles n'est pas juive. Impensable dans un mémorial aux États-Unis. Bon. Aux États-Unis, parfois on me disait but Christian, you are not Jewish? Et moi je répondais, mais là ça c'est un truc de cinéphile. Nobody's perfect. Mais en même temps je me disais, mais quand même ça va pas la tête, quoi. Enfin, c'est quoi cette question? Parce qu'il y avait quand même l'idée, pourquoi vous vous intéressez à ça? Vous savez, je peux renverser la chose dans le sens contraire. C'est-à-dire, moi on me disait, mais pourquoi vous vous intéressez à ça? Il y a quelque chose dans votre famille ou quelque chose... comme s'il fallait avoir une raison particulière pour... Oui, je suis dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut d'histoire du temps présent et qui a quand même pas mal travaillé sur ces questions, quoi. Mais bon, vous voyez, je peux renverser la chose en disant que parfois, je n'ai pas toujours été forcément à l'aise. Et je me souviens d'un débat à Paris, à la mairie du 3e. Ce que je vous dis est vrai. On était 3, et il y avait une psychanalyste dont malheureusement j'ai oublié le nom, qui est décédée il n'y a pas si longtemps, rescapée des camps. Et vous savez comment elle m'a dit bonjour?
On se souviendrait toujours. Du genre, n'oublie pas d'où je viens moi et qui je suis par rapport à toi. Donc ces choses-là, je les ai vécues. Donc je sais très bien de quoi vous parlez. D'un autre côté, c'est là-dessus que j'ai travaillé. Donc voilà. Mais après, je pense qu'on ne peut pas, et ça c'est vraiment ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que quelle que soit la qualification de ce qui s'est passé à Gaza, ça ne peut pas être comparé, si vous voulez, à la catastrophe, à l'énormité, au choc absolu qu'a été la Shoah, quoi. Non pas que cet événement soit unique, mais enfin, ça fait partie des questions qui ont été posées sur la question de la spécificité haute. Mais là, je réponds, le mémorial de la Shoah à Paris s'est intéressé à d'autres génocides, a fait des choses sur le Rwanda, a fait des choses sur les Ouïghours, a fait des choses sur l'Ukraine que j'ai proposé et qu'ils ont accepté. On a fait déjà deux débats sur ces questions. Y a-t-il aussi en Ukraine une forme de génocide? Donc il y a une forme d'ouverture d'esprit. Maintenant, ce que je crois aussi, c'est pour ça que j'ai été, on en parlait tout à l'heure en déjeunant, mais j'ai été très frappé le lundi 27, c'est-à-dire avant-hier, par la mobilisation énorme des chaînes de télévision. France 2 a fait 2 heures de direct, France Inter, énormément de choses. Enfin, il y avait vraiment une grosse mobilisation, et rien sur les images, sauf les choses que je vous ai indiquées. Bon, tous, c'est les survivants. Et là, pour moi, je me suis dit, ouais, au fond, là, on est en train, sans le dire, de rappeler quand même que voilà, il y a eu la Shoah, et que donc il ne faut pas, vous voyez, par rapport à ce que vous évoquez, qu'il y ait d'effacement, en quelque sorte, par rapport à ce qui s'est passé. Je prends beaucoup de précautions, ce qui s'est passé à Gaza, j'entends, par rapport à ça. Moi, j'ai vu cette surmobilisation, en particulier avec les survivants par rapport à ça. Et moi qui ai travaillé beaucoup là-dessus, même si je ne suis pas juif, quand j'apprends, si vous voulez, le 8 octobre, qu'un survivant de la Shoah est mort dans son kibbutz le jour du 7, je suis touché. Enfin, je veux dire, ça m'émeut énormément. Enfin, je veux dire, quand même, c'est terrible, quoi. Avoir survécu à la Shoah et mourir là, chez lui, en Israël, dans un pays qui était censé protéger ses ressortissants. Donc je crois que c'est une question, enfin, c'est vraiment la question la plus difficile à aborder aujourd'hui, mais avec ceci quand même, qui est que je pense qu'on a atteint un pic dans la mémoire de la Shoah dans les années 90, avec l'ouverture de tous ces mémoriaux, etc., que le travail scientifique fait a été considérable. Je pense maintenant quand même qu'on a atteint un certain étiage, voire même qu'on redescend un petit peu en termes de mobilisation, tout simplement parce que les survivants vont bientôt, les derniers survivants vont disparaître, que la masse des connaissances est énorme, ce qui n'empêche pas qu'il y a des apports constants, le travail de Laurent Joly, ou le travail des spécialistes du nazisme, dont on a beaucoup de représentants excellents en France. Le travail se continue, mais bon, voilà, je pense qu'on est dans un cadre un peu différent. Mais on voit bien combien le 7 octobre, pendant quelques jours, nous a sidérés, et comment ce qui s'est passé ensuite à Gaza a tout à coup provoqué une espèce d'espèce d'écartement, enfin, qui était très compliqué, enfin, très compliqué. Donc voilà. Mais moi, je traduirais ça plutôt par ce que je viens de dire à l'instant sur la question du devoir de mémoire. Demander à des gamins de Seine-Saint-Denis, en particulier, si vous voyez ce que je veux dire, d'aller à Auschwitz pour qu'ils ne puissent pas dire « je ne connais pas, je ne comprends pas », moi je suis contre. Je n'aime pas cela. Et en plus, je serais d'avis de dire, on sait bien ce qui se passe, hein, on a des photos de jeunes qui se mettent comment dire, en équilibre sur les rails, qui se prennent en selfie et qui les mettent sur les réseaux sociaux. Donc on a des choses qui sont, bon, pas sous contrôle, quoi. Donc voilà, je veux dire, quand Wanda Jakubowska, rescapée d'Auschwitz, le camp de concentration, retourne à Auschwitz en 1947 pour tourner le grand premier film sur la Shoah qui s'appelle La dernière étape, je ne sais pas si vous le connaissez, elle dit « je ne reconnais pas le camp ». Parce que déjà les herbes folles sont sorties, que la pluie a... Enfin, elle ne reconnaît pas le camp. Aujourd'hui, ce que nous voyons,
il ne faut pas laisser croire aux personnes qui viennent, en particulier aux enfants, que ce qu'ils voient, c'est le camp tel qu'il était lors de son fonctionnement en 1944. Non. Donc je pense qu'il n'y a pas... Et puis l'idée, vous allez voir, comme ça vous ne pourrez plus... Hein, ça me gêne beaucoup, quoi. Je ne crois pas qu'il faille aller voir pour comprendre un événement. Sinon, c'est difficile, quoi. Et pour les événements qui sont passés, comment on fait? Enfin, je veux dire. Donc, cet impératif moral, je ne le partage pas. Je pense que ça doit passer par ce qu'on appelle le travail de mémoire, que ce travail de mémoire, il n'est pas spécifique à cette question, on traite d'autres questions. Et moi, pour ce qui concerne en ce moment, je suis sur l'Ukraine. Voilà, enfin, Alors après, on dit pourquoi l'Ukraine et pas... Enfin, il y a toujours aussi, évidemment... avant, on disait pourquoi pas la Syrie. Vous voyez, enfin, avant que la situation ne se débloque, parce que la Syrie était un peu loin. Mais est-ce qu'on se souvient aujourd'hui de ce qui s'est passé en Tchétchénie? Est-ce que l'on se souvient même de ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine, vu qu'il y a quand même une tendance en Serbie à continuer à tenter de nier le massacre des musulmans bosniaques à Srebrenica. Donc, voilà, on est et une fois dans un colloque, pourtant, qui était un colloque de formation à l'Institut français de la justice, qui portait sur la question du génocide, il y a quelqu'un qui était intervenu sur le Rwanda, et donc, au bout d'un moment donné, mais c'était pas évident tout de suite, je me suis rendu compte que c'était un négationniste. Mais comme il était... Vous voyez, il commençait par puis il disait, oui, bon, alors ça s'est passé là, mais vous savez, il faut tenir compte des deux côtés, donc oui, il y a peut-être eu des Tutsis qui ont été massacrés, mais il y a aussi... des Hutus, enfin, mais c'était extrêmement habile. C'est vraiment le discours négationniste qui est extrêmement retors, si vous voulez, parce que au départ, on s'en aperçoit pas, quoi. Et pourtant, on est un petit peu prévenu, quoi. Puis au bout d'un moment, on se dit, attendez, mais on l'a interrompu, quoi. On a été 2-3 à dire, attendez, mais on ne laisse pas parler ce monsieur, là, c'est pas possible. Donc, bon, je pense qu'on a, le chercheur, quel qu'il soit, ne considère jamais qu'il y a un seul objet sur lequel il doit focaliser son attention. Après, j'irai davantage vers le travail de mémoire qui doit se faire ici et là, et j'aborderai pas frontalement la question Gaza versus mémoire de la Shoah, parce que là, je rentre dans un domaine que je pense je ne maîtriserai absolument pas avec les réactions des élèves, quoi. Voilà. Comment? Et de leurs parents, bien sûr, derrière. Oui. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'on s'est trouvé dans une situation à un moment donné où on était tellement sur l'horreur du massacre du 7 qu'on avait du mal, si je puis dire, à partager sa peine ou sa capacité d'émotion, vous voyez, tout de suite avec ce qui se passait à Gaza. Je le reconnais volontiers. Mais parce qu'en fait, quand on a beaucoup travaillé sur la mémoire d'un événement, on est très, très empreint de ça. Et moi, j'ai filmé des survivants. Je veux dire, c'est des expériences que vous n'oublierez jamais. Je veux dire, c'est vraiment des gens qui étaient parfois tristes, en mauvais état physique, et en même temps avec une espèce de... Souvent, leurs vies ont été incroyables. Enfin, c'est un truc, c'est très... La présence humaine vous transperce, en fait. C'est quelque chose comme ça. Donc après, ça reste quand même. Vous voyez, vous êtes là. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Juste pour terminer, est-ce que vous voulez nous présenter l'ouvrage sur George Stevens? Non, vous en parliez tout à l'heure, oui. Oui, non, j'ai juste amené parce que je voulais vous l'offrir, en fait. Donc, on a publié ce petit volume qui sont tous les textes produits par l'équipe de George Stevens pendant la semaine à Dachau, mais aussi avant, pendant le débarquement. Et je ne vais pas le relire parce qu'on n'a pas le temps, mais dans l'émission de France Culture de lundi, j'ai justement sur cette question, on n'a pas parlé de la Shoah, on n'a pas filmé la Shoah, qui m'agace énormément. Je me suis dit, bon, je vais lire ce que l'aumônier juif américain qui se trouve à Dachau dit aux juifs en face desquels il se trouve, juste pour dire que, bon, il y a quand même déjà une première forme de prise en charge à l'intérieur même de la communauté juive de ce qui était leur sort particulier. Et j'ai ajouté un extrait du texte d'Ivan Moffat, donc qui est dans le livre.
lequel Ivan Moffat explique, sans du tout avoir la connaissance que nous avons aujourd'hui, explique que ces familles qui étaient là à Dachau provenaient, alors il appelle ça les centres de mort, des ruines encore fumantes, dit-il, des massacres en Pologne. Donc, je veux dire, il cite explicitement, mais sans dire ce que nous dirions, c'est-à-dire camps d'extermination, etc. Donc, oui, il explique que les Juifs qui sont là, beaucoup proviennent d'autres camps, de camps dits d'extermination. Ce sera le cas aussi de celle que je vous ai citée tout à l'heure, à savoir Marie-Claude Vaillant-Couturier, quand elle se retrouve à Ravensbrück. Donc, voilà, je pense qu'on a suffisamment d'éléments aussi pour dire que c'était présent à ce moment-là. Merci beaucoup, Monsieur Delage. Merci à vous.